Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, je suis Elsa Barandon, je travaille au Parc naturel régional du Verdon. On a travaillé depuis quelques années sur des projets de plantation de haies en zone de grande culture. Alors tout d'abord, pour vous situer le Parc naturel régional du Verdon, donc on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à cheval sur deux départements, les Alpes de Haute-Provence et le Var. Et vous avez ici donc une carte du parc naturel qui fait environ 180 000 hectares pour 46 communes. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc on est dans un contexte complètement méditerranéen et le projet de plantation de haies s'est localisé sur cette zone-là du parc. Pourquoi sur cette zone-là du parc? Parce que c'est un site Natura 2000 et moi c'est au titre d'animatrice Natura 2000 que j'ai donc travaillé sur ce projet. Donc comme je vous le disais, contexte méditerranéen, donc très peu arrosé, des températures assez élevées l'été et on est sur un plateau calcaire. Donc, comme vous le disiez, on est en zone de grande culture, principalement du blé dur et du lavandin. Pour contextualiser un petit peu l'agriculture du plateau de Valensole, voilà ce que c'était le plateau de Valensole dans les années 50. Donc la photographie aérienne vous montre tout plein de petits points. En fait, c'était des vergers d'amandiers. Il y avait une grosse culture d'amandes dans les années 50. Et l'évolution de l'agriculture et la modernisation ont fait que maintenant, le plateau ressemble à ça. Donc, on a enlevé la plupart des éléments arborés. Vous voyez qu'il reste en fond de vallon quelques éléments forestiers. On ne peut pas appeler ça des haies, hein. C'est plutôt des bandes forestières en fond de vallon. Et le plateau en lui-même est complètement dépourvu d'arbres. Sur ce plateau de Valensole, on s'est aperçu qu'il y avait des enjeux agricoles, bien entendu. Donc voici une photo très actuelle de ce à quoi ça ressemble. Donc on a des enjeux à l'heure actuelle d'érosion des sols, de baisse de fertilité des sols, de pollution des eaux à cause des intrants et des phytos. On a une grosse problématique de dépérissement du lavandin à cause d'une cicadelle qui transmet un cytoplasme et une stagnation des rendements. C'est-à-dire que malgré tous les intrants que les agriculteurs peuvent mettre dans leur culture de blé dur ou dans leur culture de lavandin, les rendements n'augmentent plus. Parallèlement, on avait aussi des enjeux liés à la biodiversité, bien entendu. Et c'est là que moi j'entrais en jeu, c'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à réfléchir au projet de plantation de haies, on l'a fait parce qu'on était en site Natura 2000. Natura 2000, c'est quoi? C'est la préservation des habitats et la préservation de certaines espèces. Sur le plateau de Valensole, il s'avère qu'on a des colonies de petits rhinolophes, qui est une petite chauve-souris, et on accueille un des plus grands bastions de petits rhinolophes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sauf que la disparition des éléments arborés fait que les colonies ont tendance à disparaître ou à s'isoler génétiquement. Sauf qu'avec ce genre d'argument, on ne convainc pas trop les agriculteurs à planter des haies. C'est-à-dire que moi, si je leur dis plantez des haies parce que c'est super chouette pour les chauves-souris, en face, j'ai pas trop de répondants. Parallèlement, malgré tous les arguments qu'on pouvait leur apporter, à savoir, on s'est basé sur le Soltner, bien entendu, sur différents bouquins, pour essayer de leur faire diversifier leurs pratiques agricoles, pour essayer de ne plus faire stagner les rendements et de le faire évoluer vers des pratiques un peu plus durables en termes d'agrosystème. On s'est aperçu que de la même manière, on ne les convainquait pas du tout. C'est-à-dire que tant qu'on ne leur apporte pas la preuve que sur leur territoire, ça peut être bénéfique, ça ne marche pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des étudiants et on s'est demandé si, par exemple, sur des exploitations agricoles, on a voulu comparer le fait que une exploitation sans arbre et une exploitation avec arbre pouvait accueillir plus de biodiversité et que cette biodiversité pouvait éventuellement être utile à l'agriculteur. Donc, on s'est aperçu en 2014 que sur une exploitation agricole, plus il y avait d'arbres et plus il y avait de diversité et de nombre d'oiseaux. Et dans ces oiseaux, il y a des insectivores. Et parmi ces insectivores, il y a des oiseaux qui mangent les ravageurs des cultures. Premier point. Comme je vous l'ai dit, on accueille un des plus grands bastions de chauve-souris de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la chauve-souris, pour se déplacer, elle a besoin des haies. La chauve-souris est aussi insectivore. Deuxième point, ça peut être vachement intéressant pour l'exploitation agricole. Mais est-ce qu'elle mange la cicadelle? Ça, on ne l'a pas encore prouvé. Ah. Non. Et enfin, on est donc sur un plateau où il y a beaucoup de lavandin, et donc il y a beaucoup d'apiculture liée à la lavande. Or, la lavande, elle fleurit du mois de juin au mois d'août, grand max, et
en dehors de cette période de floraison du lavandin, eh bien, il y avait un creux de production exactement pour les abeilles. Et du coup, les apiculteurs sont obligés de transhumer. Donc, si on arrive à avoir des plantes et des haies qui peuvent justement amener de la ressource alimentaire pour les abeilles, et du coup, on a un argument supplémentaire. Donc, au final, à l'aide de ce petit schéma que j'ai donc emprunté à l'Association française d'agroforesterie, on travaille sur les objectifs agronomiques à l'aide d'un projet Regain qui rassemble plusieurs partenaires, à savoir la Chambre d'agriculture, la Société du Canal de Provence, Montpellier Supagro et le Parc du Verdon. Et donc, moi, j'avais mes objectifs environnementaux, Natura 2000, avec les différentes espèces que je vous ai citées. Et on s'est aperçu que pour justement répondre à ces différents objectifs, le meilleur compromis pouvait être la haie. C'est surprenant. Comme conclusion. C'est pas si surprenant que ça. Parce que, du coup, suite à toutes ces considérations, on a essayé de travailler auprès des agriculteurs pour leur promouvoir la haie. Et donc, on leur a proposé des formations, on a proposé des réunions d'information, on s'est appuyé sur la Scope Agrouf, on a eu une présentation tout à l'heure. On travaille sur la rédaction d'un guide technique. Et au-delà de ça, on a aussi essayé d'accompagner techniquement des projets de plantation de haies. Et on s'est aperçu que les agriculteurs ont énormément d'attentes par rapport à certains objectifs agronomiques, c'est-à-dire qu'on est sur le plateau qui est battu par le Mistral, donc des objectifs agronomiques tels que brise-vent par exemple, ou diversification des revenus. Il y en a qui nous ont demandé justement de planter des haies fruitières pour pouvoir ensuite valoriser le fruit. Je vous parlais tout à l'heure des abeilles, il y en a énormément qui ont planté des haies mellifères. Donc on les a aidés à travailler sur le choix, sur ces services-là, les services attendus. On les a aidés à définir des objectifs, à choisir les essences, bien entendu. Et enfin, on a démarché des pépiniéristes, tout ça pour essayer d'avoir un projet le plus opérationnel possible et qui répond donc à tous les objectifs qu'on s'était fixés sur le plateau de Valençol. Et enfin, finalement, pour passer à la phase opérationnelle, on a incité financièrement les plantations de haies. Comment? On s'est appuyé sur un mécène, le mécène est l'Occitane en Provence, qui a une ligne de préservation du patrimoine provençal, donc qui était extrêmement intéressé pour réintroduire de l'amandier sur le plateau de Valençol, par exemple. Et on a été aussi aidé financièrement par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a pris en charge 89% de l'achat des plants, ce qui fait qu'il restait à la charge de l'agriculteur la plantation, le paillage, la protection contre le gibier et l'arrosage éventuellement. Voilà. Donc en 2016, vous voyez là c'est une carte vraiment zoomée sur le plateau de Valençol. On a donc travaillé avec 11 agriculteurs différents. Ces 11 agriculteurs avaient en moyenne 2 projets de haies sur leur exploitation, ce qui fait qu'on a atteint une vingtaine de projets. Et que là, à la fin janvier 2017, on a planté 3 km de haies. Voilà. Ça, c'est l'expérience Parc du Verdon. Bien entendu, il y a d'autres PNR qui travaillent sur cette problématique. Là, je vous ai mis une petite carte des autres parcs naturels régionaux qui se sont intéressés à l'agroforesterie. Alors, ça dépasse les plantations de haies. Certains PNR s'intéressent à l'agroforesterie intraparcellaire. Donc là, c'est vraiment à titre informatif. Moi, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions que vous me poseriez sur ces territoires-là, mais il faut quand même le savoir que du coup, il y a d'autres parcs qui s'y intéressent. Et enfin, pour conclure sur l'expérience Parc du Verdon, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, on va essayer de poursuivre le projet justement pour continuer à faire s'étoffer ce réseau de haies et s'étoffer le nombre d'agriculteurs impliqués. Et on accueille une post-doctorante du CIRAD que je vais laisser se présenter. Clara, si tu veux bien prendre ma place. Je vais faire ça en 2 mots parce qu'on ne veut pas exploser le timing. Donc juste, on a un petit projet en commun, donc un postdoctorat financé par la Fondation France. Vous n'avez pas dit votre nom? Oui, pardon, Clara Terville. Clara Terville. Voilà. Bonjour. Du CIRAD. Bonjour, pardon. Et donc, on a un partenariat à la fois avec le PNR du Verdon, mais aussi avec la réserve de biosphère du Ventoux, pour identifier à l'échelle d'un parc la diversité des systèmes agroforestiers qu'on peut retrouver, et surtout aller creuser les dimensions collectives et territoriales autour de ces systèmes, donc les différents acteurs qui vont intervenir, qui peuvent être les parcs, les agriculteurs, les forestiers, et les différents instruments qui vont mobiliser
pour négocier et aller vers le partage de l'espace. Donc voilà, c'est des choses qu'on va essayer de faire dans le Verdon et dans le Ventoux. Bravo, rejoignez-moi. Oui, une question sur l'opération dans les lavandes du plateau de Valençol. C'est pas tant que ça les haies qui sont plantées, et je crois que pour les chauves-souris, il faut qu'il y ait des continuités pour qu'elles puissent vraiment coloniser le territoire. Donc est-ce que vous en êtes loin de ce seuil? Combien d'années il faudrait pour arriver à faire quelque chose de favorable? Où sont finalement ces colonies de chauves-souris par rapport aux exploitations? Parce que peut-être que ces exploitations ne sont pas proches des chauves-souris, j'en sais rien. Et puis est-ce qu'on ne peut pas aussi argumenter du fait que les chauves-souris aident à réguler les moustiques, les choses comme ça, pour intéresser plus largement que les agriculteurs, pour les gens qui font des gîtes, d'étapes, tout ça? Alors, effectivement, en fait, si on a commencé à planter des haies en 2016, c'était parce qu'on a constaté que, comme je vous ai montré les deux photos comparatives entre les années 1950 et les années actuelles, il y a eu une baisse drastique du nombre d'éléments arborés dans le paysage agricole. Or, il en restait quand même quelques-uns. Sauf qu'on est en train, dans les années 2010, là, à les perdre de plus en plus, c'est-à-dire que les arbres qui étaient sénescents sont maintenant mourants, voire morts, et que du coup, on est dans une espèce de no man's land de l'arbre, et que c'est ça qui nous pose problème. Donc on voulait enrayer ce phénomène-là, et planter des haies justement pour ne pas perdre ces continuités qui existent encore à l'heure actuelle. Donc voilà, là c'est un pari sur l'avenir. Ensuite, les colonies, effectivement, elles sont connues, on sait généralement on sait où est-ce qu'elles hibernent, où est-ce qu'elles se reproduisent. Après, via Natura 2000, c'est quand même, on travaille principalement quand même avec des agriculteurs. C'est quand même plus facile de mobiliser du financement sur des exploitations agricoles que chez des particuliers qui auraient des gîtes. Hein. Donc on ne va pas faire la haie du jardin de monsieur machin. C'est pas du tout l'objectif. C'est quand même plus facile de travailler sur les exploitations agricoles. Et on travaille donc préférentiellement avec les agriculteurs. D'autant plus que ça sert aussi les enjeux agronomiques du plateau. Hein. Comme on l'a vu, il y a des problèmes d'érosion hydrique, des problèmes d'érosion éolienne, des problèmes de baisse de rendement. Et on pense que la haie, ne serait-ce que par ses actions brise-vent ou diversification des cultures, apporte aussi aux exploitations agricoles. J'ai juste une petite question, moi. C'était au niveau des haies là, pour la lavande. C'est pas un frein pour la pollinisation, la haie, avec le vent, parce que le vent est pollinisateur de... Et le fait de mettre des haies, ça freine pas le vent et... Non, je sais pas, c'est une question. Alors, ça freine le vent, si, puisque c'est l'objectif, déjà. Mais ça freine pas la pollinisation, non. Et par contre, pour revenir sur les enjeux, on parlait de la cicadelle tout à l'heure. Donc, la cicadelle, c'est un insecte qui est responsable du dépérissement du lavandin. C'est un gros problème sur le plateau de Valençol. La cicadelle est un mauvais voilier. Et donc, quand il y a une barrière physique comme une haie, par exemple, on soupçonne que ça évite la propagation de l'insecte. Donc, on est encore dans des phases expérimentales de recherche, donc je ne voudrais pas être trop affirmative, mais voilà, ça c'est en tout cas des suppositions qu'on a. Et par rapport à la pollinisation, non, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Surtout que la plupart du temps, pardon, excusez-moi, je termine juste, la plupart du temps, les lavandiculteurs travaillent aussi avec des apiculteurs, avec des ruches dans les lavandes, donc il y a quand même tout un jeu de pollinisation qui se fait à ce moment-là. Parce que nous, en châtaignier, le vent a une importance. Enfin, pour la pollinisation, c'est vraiment indispensable. Un arbre isolé au milieu d'une parcelle va polliniser beaucoup mieux qu'un arbre au milieu d'autres châtaigniers. Oui, juste un petit complément. C'est vrai que nous, on est dans des zones de fort vent et l'effet est inverse. Si on a trop de vent, ça gêne vraiment la pollinisation, pour le coup.